soutenance des thèses. La troisième chose, c'est que l'objectif de la réforme de l'enseignement supérieur, Simon Lallet est ici présent, il peut le confirmer, c'était justement de créer l'entité université et non pas faculté. Il faut mutualiser les différents moyens. Et personnellement, j'ai toujours été convaincu qu'il est extrêmement important pour qu'il y ait un développement, de développer aussi les écoles d'ingénieurs. J'en ai créé personnellement 7 pendant la période où j'étais à la tête du ministère. C'est Mknas, Tanja, Oujda, Agadir, Marrakech, Esfifes. Je vous les donne dans l'ordre chronologique de création. De même que les FST, où j'avais demandé à ce que soient réunis faculté des sciences, faculté des sciences et techniques, qu'elles soient représentent la même entité, parce que c'est avec eux que l'on peut travailler, même l'histoire de l'intelligence artificielle. Il faut que vous ayez aussi des porteurs de projets qui collaborent, et les écoles d'ingénieurs doivent collaborer. Et pour ceci, évidemment, nous avions donné une très très grande importance à l'école mohammedienne d'ingénieurs, et j'avais même fait signer une convention avec ST Microelectronics, qui a créé le Centre international du design au niveau de l'université, de l'école mohammedienne d'ingénieurs. Troisièmement, très rapidement, sur l'intelligence artificielle, je dois rappeler peut-être à l'assistance que Feu Sa Majesté Hassan II a été l'un des pionniers de cette intelligence artificielle en créant le MARCAR, qui était déjà la surveillance à distance sur le plan cardiologique. Nous avons également, au niveau de la faculté de médecine de Casablanca, lancé le projet de télémédecine qui aujourd'hui est en train d'évoluer et que j'espère nous allons pouvoir développer encore plus avec mon ami Saïd Oulbesh. Si vous ne faites pas cette coopération avec les écoles d'ingénieurs qui doivent, les ingénieurs et les facultés de sciences et techniques et les facultés de médecine, vous ne pouvez pas arriver à la recherche-développement, vous ne pouvez pas arriver à créer, entre guillemets, même la petite Silicon Valley, et donc vous aurez encore des compétences qui vont s'expatrier parce que les gens qui quittent le Maroc ne le quittent pas uniquement pour des raisons financières, ils le quittent parce qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir, parce qu'ils n'arrivent pas sur tout ce qu'ils ont étudié, ils n'arrivent pas à le mettre en application. Il faut leur donner le terrain pour pouvoir mettre en application tout ceci. Très rapidement, Monsieur le Président, je voudrais parler de l'accréditation et évaluation. La loi 0100 prévoit la création d'une agence nationale d'évaluation et d'accréditation de toutes les institutions, aussi bien publiques que privées. Malheureusement, cette agence qui a été créée ne répond pas aux normes de l'évaluation telles qu'elles ont été définies. Et j'ai toujours dit que évaluer, c'est évoluer. Et donc, on ne peut pas évaluer si on n'évalue pas. En matière de formation médicale continue, au niveau de la faculté de médecine, j'avais inauguré personnellement la possibilité de la formation continue pour les généralistes. J'organisais ça toutes les semaines sur des thématiques particulières, telles la prise en charge du diabétique, l'hypertension artérielle, le MST et autres. Et c'est quelque chose. J'ai 3300 médecins, oui, mais 3300 médecins, cela veut dire 4000 médecins qui doivent démarrer au début, parce qu'on a grosso modo 20%, monsieur le doyen peut me corriger, c'est grosso modo 20% d'échecs par an. Donc à 20%, cela veut dire qu'il faut 4000 étudiants au départ, 3300, cela veut dire qu'en vitesse de croisière, on arrive à 20 000 étudiants qui sont en stage. 20 000 étudiants, si j'applique les 3 étudiants par enseignant, cela veut dire qu'il me faut au moins 6500 enseignants. Je ne suis pas même à 900 aujourd'hui. Et donc, si on doit enlever le numerus clausus ou former 3300 médecins, il faut d'abord les ressources humaines et la formation des formateurs. Je termine par une petite anecdote importante. Un jour, en 1992, j'ai recruté un jeune Marocain qui m'a dit être porteur d'un doctorat en intelligence artificielle. À l'époque, il n'y avait pas encore Excel. Et je lui ai demandé de me développer un petit programme qui fait le totaux des étudiants à la fin des examens et qui me donne un classement. Il m'a dit, ça c'est très facile. Il le fait. Le secrétaire général vient me voir, il me dit, monsieur le doyen, ça ne marche pas. Je le rappelle, il me dit, non, non, il n'y a pas de problème, je corrige tout de suite. 3 jours après, le secrétaire général vient me voir et il me dit, ça ne marche toujours pas. J'appelle ce monsieur, je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi d'abord l'intelligence naturelle et j'aurai l'artificiel après. Bon, ça va être le mot de la fin, mais je vais quand même donner la parole à notre ami Ibrahim. Moi, très rapidement,
a empêché le ministre de mettre sur pied cette formation médicale continue, de la promouvoir jusqu'à présent? Mais la réponse, je pense, d'abord la question. La question est facile, ce sont les solutions de facilité, ça, de poser des questions de cette façon. Pourquoi? Parce que la réponse est difficile. D'abord, quand je prends la France, j'ai dit avant 1996, il y avait l'obligation de déontologie. Après 1996, il y avait l'obligation légale. Et puis progressivement, quand je parle de l'obligation légale, vous avez la loi 2009 où le TPC était l'obligation pour tout le monde, c'était en 2009. Ça fait entre 1996 et 2000, ça fait 14 ans. Alors, 14 ans pour démarrer, et depuis 14 ans jusqu'à présent, en 2019, ce n'est pas encore terminé. Parce qu'en France, quand on demande à quelqu'un de se prêter à la formation médicale continue DPC, et quand il ne le fait pas, il n'est pas sanctionné. Aux États-Unis, je vous ai dit, ça dépend, pour obtenir sa licence professionnelle, donc ça fait 23 ans que ça démarre en France, et ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé, ce n'est pas sanctionné. Donc chez nous, quand j'ai fait mon exposé, ce n'est pas pour jeter les responsabilités, on se jette les responsabilités les uns des autres, pour dire que ça prend du temps, pour dire la véritable question, qu'avons-nous tous fait pour asseoir la formation médicale continue? Qu'avons-nous tous fait pour la promouvoir? Et je pense que notre responsabilité, et c'est le professeur Zola, il faut commencer par le commencement. Qui sont les gens concernés? C'est nous, au niveau des facultés de médecine, des médecins, des professionnels, des infirmiers. Donc la fameuse commission, commençons-nous par faire une véritable proposition pour la création de cet organisme de gestion de la formation médicale et de l'évaluation des pratiques professionnelles et la proposer, parce qu'au niveau des ministères, il y a quelque chose déjà qui a démarré. Il y a la loi 3409 qui oblige le ministère à former. Il y a la loi dont j'ai parlé à la 0812, il y a la loi 13113. Il reste maintenant, le problème, ce n'est pas uniquement des lois. Si les lois, il y a l'intelligence, pas artificielle, humaine d'abord, qu'on se réunisse entre nous, qu'on se dise la vérité et puis qu'on démarre progressivement. Rappelez-vous, je vous ai dit, depuis le démarrage en France, 23 ans, on a pratiquement rien fait puisque personne n'est sanctionné. Donc il faut du temps et c'est à nous de démarrer. Voilà. Merci. C'est demandé, je crois savoir qu'en France, le TPC n'est obligatoire que depuis 2015. Même si la loi est passée en 2009, donc on n'est pas trop en retard, on peut être optimiste. Bien. Alors je vais lever la séance. En acceptant de modérer cette table, je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile pour moi. Hein, je ne sais pas si de l'énergie pour manger avec vous. Merci beaucoup. Avant de commencer, je tiens à remercier Louis pour l'invitation. Et il m'a demandé de parler en fait d'un modèle en fait, pour de la recherche en neurosciences. Alors, il n'y a pas un seul modèle qui est sur les sciences et c'est spécifique à chaque pays. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle qui est très réussi. On a pratiqué à Bordeaux et qui continue à être pratiqué. Et je pense que c'est un modèle qui est valable à notre période, à notre époque, en concernant tout ce qui concerne la recherche en neurosciences. Donc là, je vais parler que des neurosciences, mais c'est le même modèle qui est actuellement pratiqué en France dans tous les domaines, dans toutes les spécialités. Donc, Bordeaux, en fait, actuellement, est considéré un des premiers pôles d'excellence en recherche en neurosciences en connaissance du cerveau, puisqu'on a beaucoup d'instituts qui travaillent de la cellule jusqu'à l'homme normal pour comprendre un peu les mécanismes et les phénomènes normaux de la physiologie humaine, et en même temps aller vers le patient pour essayer de comprendre la physiopathologie des maladies du cerveau et essayer de trouver des apports remédier à ces
Bordeaux, c'est plusieurs équipes. On a 50 équipes de recherche qui représentent à peu près 700 personnes qui sont dédiées à la recherche. Et là-dedans, il y a des enseignants-chercheurs, il y a des chercheurs qui ne font que la recherche. Moi, je suis directeur de recherche, enseignant. Il y a beaucoup de doctorants, parce que la recherche, partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doctorants et des doctorants, et beaucoup d'ingénieurs et de techniciens. C'est un grand investissement d'un État, en fait. Pourquoi? Parce que les techniciens et les ingénieurs, ce sont ceux qui vont faire tourner toutes les plateformes techniques pour faire avancer la recherche. 6 instituts, en fait, si on regarde en fait, ici, on a 6 instituts de recherche qui sont des très très grands instituts qui travaillent tous sur la recherche. Donc, les 700 personnes sont réparties dans ces instituts. L'Institut INES, donc c'est un institut interdisciplinaire de neurosciences qui sont spécialisés en particulier dans la recherche fondamentale. Donc ils vont aller vraiment regarder au niveau mécanistique et moléculaire de la cellule. On a le neurocentre Magenta qui a démarré avec une spécialisation sur l'addiction aux drogues, donc tout ce qui est. Et d'autres instituts, moi je dirige une équipe dans l'Institut des maladies neurodégénératives. On travaille sur la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies du cerveau neurodégénérative. L'INSIA, c'est un institut spécialisé dans les neurosciences cognitives, donc tout ce qui est cognition. On a l'Institut Nutri-Neuro, donc qui s'intéresse vraiment au rôle de la nutrition dans le développement du cerveau, et un dernier institut qui s'intéresse au sommeil et à la conscience. Donc tous ces instituts en fait ont été développés à Bordeaux avec le temps, parce que Bordeaux, il y a 20 ans, les neurosciences se composaient d'une vingtaine ou une trentaine de personnes maximum, et vous pouvez voir que depuis les années 90 jusqu'à maintenant, on est actuellement 700 personnes. C'est vraiment un investissement énorme. Donc, ce qui caractérise l'excellence en fait, de ces instituts, c'est d'abord l'obtention d'un laboratoire d'excellence, le LabEx Brain. Donc, c'est un financement très très important, européen et aussi universitaire. On a des équipements